Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de la laïcité pour vous parler d'un livre, un ouvrage. Aujourd'hui, je reçois son auteur Thomas Gillet. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes philosophe et éthicien issu de l'Université libre de Bruxelles, maître assistant en philosophie à la Haute École de Bruxelles-Brabant et collaborateur scientifique au Centre interdisciplinaire d'études des religions et de la laïcité de l'ULB. Vous formez aussi les futurs enseignants à la neutralité ainsi qu'à la philosophie et la citoyenneté. C'est long, mais comme ça, on vous connaît un peu mieux. Et vous nous apportez un livre qui s'intitule « Identité, les démocraties à la croisée des chemins ». Et oui, nos démocraties actuelles, ce n'est un secret pour personne, sont traversées violemment par les insécurités physiques, affectives, financières, climatiques, environnementales, mais aussi identitaires. C'est ça que vous avez pointé, nos identités. Alors, c'est quoi une identité? Est-ce qu'il faut forcément le mettre au singulier et au pluriel? Et pourquoi vous êtes intéressé à cette thématique de l'identité? En fait, on se rend compte que l'identité prend de plus en plus de place dans le débat public. Elle occupe vraiment beaucoup les esprits. On se rend compte que beaucoup de campagnes électorales se font sur fond identitaire, où les personnalités politiques s'adressent en fonction des identités à certains électorats. Oui. On voit effectivement que l'autre, moi et l'autre, est de plus en plus renvoyé dos à dos, un nous et eux, il y a nous et eux. Et, le jeu des populistes. Qui font le jeu des populistes, des extrêmes, des radicalismes à bien des égards. Et donc, c'était intéressant de questionner l'identité d'abord en tant que concept. Le fait qu'effectivement, on a une identité, mais qu'en même temps, les identités sont multiples. C'est pour ça que j'ai écrit le livre avec le point médian qui permet de mettre sur le même pied une identité singulière et en même temps les identités multiples, sans considérer qu'une devait être supérieure à l'autre, puisque la question de l'écriture inclusive rentre beaucoup dans les débats autour de l'identité, de la visibilisation notamment du féminin en grande partie dans la question de l'écriture en langue française. Et donc voilà, c'est toutes ces questions-là que j'ai voulu un petit peu aborder, aussi parce que toutes ces insécurités, en fait, font le jeu aujourd'hui de la montée des extrêmes, et en particulier de l'extrême droite. Je trouvais ça très inquiétant, et je pense qu'il faut absolument que les démocraties s'emparent de la question de l'identité, parce que la question socio-économique ou la question des modèles démocratiques comme étant les solutions à la lutte contre l'extrême droite, en fait, sont insuffisants. Je pense que la question de l'identité fait partie des considérations des individus et des citoyens. Et donc, la démocratie ne doit pas faire l'économie du débat sur ce sujet. Oui, parce que certains s'en emparent et puis d'autres ont presque peur d'aller toucher cette zone sensible. Hein. On dit non, on est tous pareils, il n'y a pas d'identité. Or, si vous le dites, il y a des doubles identités, personnelle et sociale. Je suis forcément un animal social, donc elle peut être individuelle et collective. Et vous dites aussi qu'elle peut être fluide ou constante. C'est cette fluidité, c'est quoi exactement ce terme? En fait, c'est le fait que nos identités évoluent. C'est-à-dire qu'il y a une part de notre identité qu'on va considérer comme étant constante, hein, qui ne bouge pas tout au cours de notre vie, malgré nos changements physiques ou nos changements d'idées, d'opinion, de centre d'intérêt. Il y a des éléments qui font que depuis la naissance jusqu'à notre mort, on sera nous-mêmes. Et puis en même temps, il y a des éléments qui sont fluctuants dans notre identité et qu'on peut considérer comme étant de la fluidité, hein, donc avec une évolution en fonction des époques, en fonction des environnements, en fonction des contextes. Alors, on a souvent eu l'impression que certains disent c'est un manque d'authenticité, voire même carrément c'est de la schizophrénie d'avoir des identités multiples, alors que non, on peut avoir une identité en tant que personne, et puis en tant que frère ou sœur dans une famille, en tant qu'enfant, en tant qu'une identité professionnelle, c'est pas la même chose que l'identité personnelle. Et donc c'est un petit peu tous ces éléments-là que j'ai voulu mettre en balance, pouvoir montrer qu'il ne faut pas avoir peur de ces changements-là, mais rappeler que l'identité, en fait, le fait de se poser la question « qui suis-je » c'est une question aussi vieille que l'humanité. Hein. Pour un philosophe, c'est la question essentielle, évidemment. Exactement. Alors on pourrait disserter pendant très longtemps. Moi, j'ai essayé d'amener l'idée que l'identité est en fait, c'est un processus. Donc c'est pas quelque chose de figé. Ça renvoie au latin identitas, donc ce qui est le même. Et donc en fait, c'est un processus presque de comparaison. Il y a des éléments auxquels je vais m'identifier, qui me ressemblent. Et puis dans le même temps, c'est un processus de différenciation. Je ne suis pas comme les autres. Donc au sein d'un groupe, nous avons certains points communs, mais en même temps, je suis unique dans le groupe parce que je suis la seule combinaison de ces différentes caractéristiques-là. Et donc de pouvoir considérer qu'on a une identité individuelle, on a une identité collective, on a une identité sociale, une identité professionnelle, et que c'est tous ces éléments-là qui font que
on se situe en tant que personne, qu'on se construit en tant que personne, mais ensuite, il y a évidemment un enjeu autour de l'identité, et c'est ce que j'ai voulu travailler au travers de la question de la démocratie, c'est la question de l'égalité autour des identités, parce que les identités peuvent être source de discrimination. Il y a une forme de domination identitaire. Toutes les identités ne sont pas mises à égalité, malheureusement, ou en tout cas, pas qu'elles ne soient pas mises à égalité, puisque dans nos démocraties, tout le monde est censé être à égalité, mais dans les faits, ça ne l'est pas. Parce que vous reparlez en bon philosophe, évidemment, et éthicien de la violence symbolique de Bourdieu que certains impriment sur effectivement, beaucoup d'autres. Et donc, en plus, même d'une certaine façon, on peut même rajouter que dans certains cas, on peut être victime de domination en raison de notre identité, mais qu'on peut aussi être auteur de domination. Sans le savoir. Sans nécessairement en être conscient, mais qu'en tout cas, le fait d'être victime d'une part de discrimination ne nous absout pas de parfois être l'auteur de discrimination, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Mais donc, dans ces rapports de force, en tout cas, ces rapports de domination qu'on retrouve dans les sociétés, c'est là que la démocratie doit faire un travail. C'est-à-dire que la démocratie doit travailler, et c'est pour ça que, en fait, j'ai voulu travailler sur ce sujet-là, parce que je me suis rendu compte que les progressistes, si on prend l'acception la plus générale du terme, les progressistes, ceux qui veulent qu'il y ait davantage d'exercice des libertés effectives pour tous, de manière égalitaire, qu'on arrête les discriminations, mais ils sont partagés sur les questions d'identité. Oui, est-ce qu'il faut en tenir compte ou pas ? Ils ont peur aussi, en fait, comme les conservateurs, de cette fluidité, en fait, sur les identités. Alors, on veut nous maintenir quand même dans des stéréotypes où tout est blanc, où tout n'est pas noir. Alors effectivement, c'est intéressant parce que Robert Badinter disait que de toutes les émotions, c'est la peur qui est la plus facile à capter, et on se rend compte que la peur est un moteur puissant des actions des personnes, et c'est pas parce qu'on est progressiste qu'on n'a pas peur du changement. C'est-à-dire qu'on peut souhaiter un changement d'un point de vue rationnel, d'un point de vue discursif, argumentatif. Je suis d'accord, il faudrait changer. Mais en même temps, je n'ai pas trop envie que ça change, parce que le changement me met dans une situation d'insécurité, et je ne suis pas nécessairement à l'aise avec cette insécurité-là. Donc c'est pour ça que même au sein des mouvements progressistes, il y a parfois sur certaines questions et sur cette fluidité, cette indétermination, une crainte d'ouvrir certaines portes, parce que potentiellement, elles remettent les choses en question, et le changement, il fait peur. Alors, vous parlez aussi de précarité, et bon, voilà, ça fait partie de la campagne du Centre d'action laïque, là, cette année, le solde insuffisant, le choix de qui. En quoi est-ce que la précarité, si on n'y fait pas attention, amène justement aux extrêmes et à ce resserrement autour des identités ? Mais donc, c'est un des éléments que j'ai voulu aborder en disant, en fait, la précarité, en fait, les questions socio-économiques, pendant très longtemps, elles ont été considérées comme étant la solution pour lutter contre l'extrême droite, en disant, en fait, quand il n'y aura plus de pauvreté, on n'aura plus personne à blâmer, et donc on n'ira pas dire c'est la faute des étrangers, c'est la faute de l'autre, si je suis dans cette situation-là. Malheureusement, on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. C'est-à-dire que même la question socio-économique et de lutter contre la précarité économique ne suffit pas. Il faut en plus lutter contre la précarité identitaire, parce qu'avoir de l'argent ou avoir suffisamment pour vivre ne fait pas de vous nécessairement quelqu'un qui est en pleine capacité d'exercer ses droits et ses libertés. Or, c'est précisément l'objectif d'une société démocratique et des progressistes de dire on doit lutter pour davantage d'égalité d'exercice effectif. Donc, la question économique est évidemment un plan central. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne savez pas exercer votre autonomie. Donc, il faut absolument lutter contre la précarité pour garantir l'autonomie. Mais en plus de ça, il faut travailler sur l'autonomie identitaire, la liberté de déterminer qui on est, de déterminer aussi les limites dans lesquelles la société a son mot à dire sur l'identité des gens, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un double mouvement, mais il y a aussi le rapport de comment est-ce que les autres nous voient, comment est-ce que les autres nous déterminent. C'est notamment Hannah Arendt qui met une grande place à l'autre et à l'altérité dans la construction même de notre identité. Et ça, je pense que ça mérite absolument un débat démocratique pour sortir un petit peu des discours caricaturaux, des discours radicaux qu'on peut retrouver, d'une opposition, en fait, à l'intérieur de la société et du corps social, qui s'oppose notamment en raison de son identité, mais même sur les discours relatifs à l'identité. Donc ramener de la nuance et de la complexité là-dedans, c'est essentiel. Quand on voit le discours de Trump, qui a quand même rassemblé certaines identités latinos ou blacks qui ont voté pour lui quand même, effectivement, on sent que le jeu, il est dangereux aussi quand on utilise. Et il nous reste 30 secondes. Mot de la fin. En quoi est-ce que la laïcité pourrait sauver aussi je pense qu'en fait, arriver à avoir un corpus commun qui détermine que l'égalité et l'égalité de droit et d'exercice des droits est quelque chose d'absolument essentiel, et que l'État, lui, par contre,
ne favorise pas une identité plutôt qu'une autre. Oui. Ça, c'est un des objectifs poursuivis par le principe de laïcité. Et en ça, ça peut amener à apaiser le débat et les discours sur les identités. Bon, voilà, 10 minutes pour parler de ça, c'est très court. Vous reviendrez. Mais bon, on va conseiller évidemment une lecture importante, je trouve, véritablement. Identité, Thomas Gillet, aux éditions Liberté, j'écris ton nom. Vous nous contactez au Centre d'Action Laïque pour l'avoir et puis dans plein de bonnes librairies. Merci Thomas. À très bientôt. Bonne lecture à tous et merci de nous avoir suivis. À très vite pour un autre rendez-vous de la laïcité.